des précisions sur les types de raisonnement à exploiter en mathématiques au secondaire. Je suis Marianne Coutan, responsable des programmes de mathématiques au ministère de l'Éducation. Aujourd'hui, je vais co-animer avec Sophie Gellet. Bonjour, alors enseignante depuis 12 ans au secondaire, les mathématiques, et j'ai la chance de collaborer sur quelques dossiers avec la direction des programmes de mathématiques. Super. Et vous voyez aussi dans la liste des utilisateurs qu'il y a une troisième animatrice avec nous, donc Geneviève Dupré, qui est dans la pièce, mais qui va être davantage dans l'ombre. Geneviève est conseillère pédagogique en prêt de service, donc elle collabore avec l'équipe des mathématiques au ministère de l'Éducation. Et Geneviève aujourd'hui va clavarder avec vous tout au long de la présentation, pourra répondre à des questions, sinon elle va s'occuper pour Sophie et moi, de faire une compilation de ce qui se dit dans le clavardage. Et vous allez voir qu'à différents moments pendant la présentation, on va prendre des temps d'arrêt pour lire ce qui s'est dit dans le clavardage et aussi peut-être prendre des interventions. Donc, voilà pour les rôles de chacun. La présentation d'aujourd'hui, c'est d'une durée de 1 heure, sans pause. On aura donc, comme je l'ai dit, 2 temps d'arrêt où vous pourrez interagir. Sinon, le clavardage est toujours ouvert. On vous invite à poser des questions dans le clavardage tout au long de la présentation, faire des commentaires, des suggestions. On vous invite aussi à répondre aux autres. Là. Ça va créer un peu de dynamisme avec la plateforme VIA. Comme ça, à distance, c'est parfois difficile d'être dynamique. Donc, on vous invite à être actif dans le clavardage. Et à la toute fin, on se gardera du temps aussi pour une période de questions à la fin de la présentation et on va terminer avec un court sondage de rétroaction. Alors, je débute officiellement. L'équipe des programmes de mathématiques de la Direction de la formation générale des jeunes, on souhaite clarifier des éléments du programme concernant le raisonnement. C'est par l'observation du matériel didactique mis à la disposition des enseignants, par des discussions avec des enseignants, des conseillers pédagogiques, que la session d'information d'aujourd'hui a pris forme. C'est aussi en discutant, en se validant avec nos collègues de la direction de l'évaluation, avec des didacticiens qu'on vous présente le contenu de la session d'information aujourd'hui. Alors, le raisonnement fait partie de l'apprentissage de l'élève. Il contribue autant au développement de sa compréhension que de la compétence. Donc, tous les propos de la formation vont aller là, en ce sens. Donc, je me permets de vous préciser que les 11 prochaines diapositives, le contenu provient textuellement du programme de formation et dans le reste de la présentation, ça va être une section de partage de tâches liées, en fait, au raisonnement. Pour ne pas créer de fausses attentes ou de déceptions. Donc, quand on va prendre des interventions, des questions, on va tenter de rester vraiment par rapport au contenu de la présentation. Alors, vous allez voir qu'on part du raisonnement en contexte d'apprentissage. Alors, si vous avez des questions qui sont plus spécifiques à l'évaluation, elles pourront être traitées dans un deuxième temps en dehors du contexte de la présentation d'aujourd'hui. Alors, rappelons d'abord le sens de la deuxième compétence, déployer un raisonnement mathématique et ses diverses composantes. Donc, établir des conjectures dans un premier temps, réaliser des démonstrations ou des preuves, puis former et appliquer des réseaux de concepts et de processus mathématiques. L'enseignement des mathématiques doit reposer sur le raisonnement afin que l'élève puisse développer cette compétence. À la fin du premier cycle du secondaire, l'élève devrait être en mesure de faire appel aux différents modes de pensée mathématique afin de cerner une situation et émettre des conjectures, mettre à profit les concepts et les processus appropriés à la situation, expérimenter différentes pistes pour confirmer ou réfuter ces conjectures. Il les valide soit en appuyant chaque étape de sa solution sur des concepts, des processus, des règles ou des énoncés qu'il exprime de façon structurée, soit en fournissant des contre-exemples. Donc, les attentes du fin de cycle visent le développement du raisonnement chez l'élève. Donc, l'élève doit aussi s'approprier le vocabulaire lié au raisonnement, tels les mots, bon, qu'est-ce qu'un énoncé, une démonstration, un théorème, une preuve, des justifications ou un contre-exemple. Plus il va connaître la signification de ces mots-là, meilleur il va se sentir pour répondre adéquatement aux tâches dans des contextes variés. Donc, c'est pour ça que dans la présentation, vous allez voir apparaître des encadrés dans lesquels on propose des définitions afin de vous inspirer là, dans ce que vous pourriez partager à vos élèves.
Avant de poursuivre, Sophie, je t'arrête. Je ne sais pas si tu savais que dans le programme de formation du premier cycle, les mots conjecture ou encore conjecturer apparaissent 30 fois, alors que dans celui du deuxième cycle, ils apparaissent 118 fois. Alors, c'est donc dire que toute la notion de conjecture, conjecturer, c'est très, très présent dans les programmes de mathématiques. C'est vraiment impressionnant. Je me permets donc d'ajouter une petite précision qu'établir une conjecture, en fait, les élèves doivent d'abord en dégager une, puis ensuite la formuler. On ne dispose pas d'un énoncé a priori dans lequel on doit évaluer la véracité. On doit plutôt en composer, hein, donc une petite distinction à faire. Okay. Si on regarde maintenant à la fin du deuxième cycle du secondaire, dans les 3 séquences de formation, l'élève est en mesure de faire appel aux différents modes de pensée propres à chaque champ de la mathématique afin de traiter une situation ou un phénomène. Plus précisément, il est capable, l'élève, d'émettre des conjectures en mettant à profit les concepts et les processus appropriés et les confirme ou les réfute à l'aide de différents types de raisonnement. Donc, la conjecture fournie par l'élève, c'est un énoncé qui pense vrai. Mais il n'a pas encore démontré, puis pour l'instant, il lui est impossible de trouver un contre-exemple. Donc, elle doit s'appuyer sur une argumentation qui nous convainc de la vraisemblance de l'énoncé. Pour soutenir une conjecture, 3 exemples ne sont pas suffisants, en fait, pour montrer qu'elle est vraie. Donc, un élève pourrait démontrer la conjecture pour confirmer l'énoncé. Un autre pourrait travailler sur les cas limites associés à la situation et accompagner sa démarche d'argument. Puis oui, on a un autre qui pourrait décider de faire des exemples variés, mais ces exemples variés-là doivent être soutenus par une argumentation forte et rigoureuse. Oui, tout à fait. L'élève, à la fin du deuxième cycle, doit aussi être en mesure de valider ses conjectures en appuyant chaque étape de sa preuve sur des concepts, des processus, des règles ou des énoncés déjà admis qu'il exprime de façon structurée. Donc, l'élève qui utilise divers types de raisonnement, ici, formalise sa pensée, il fait preuve de rigueur dans sa démarche, dans ses justifications. Il développe ainsi les habiletés à utiliser dans le contexte de développement de compétences, puis d'être capable de faire le transfert dans d'autres situations. Le programme de formation du deuxième cycle, on voit qu'il montre une progression dans le développement de la compétence en ajoutant dans la composante réaliser des preuves ou des démonstrations, l'utilisation de divers types de raisonnements pour préciser, valider ou réfuter des conjectures, alors que le programme de formation du premier cycle, l'élève va davantage se servir du contre-exemple. Donc, il existe des raisonnements particuliers à chaque champ mathématique. Donc, les raisonnements arithmétiques, proportionnels, algébriques, géométriques, probabilistes et statistiques. Donc, bien que ces raisonnements-là soient importants, on les retrouve dans des raisonnements plus généraux, à travers lesquels là, on va s'attarder. Donc, les raisonnements dits plus généraux qui sont proposés par le programme de formation. Je vous les affiche à l'instant, c'est là. Donc, il y a le raisonnement par analogie, le raisonnement inductif, le raisonnement déductif et finalement la réfutation à l'aide d'un contre-exemple. Les raisonnements par disjonction de cas et par contradiction sont également déployés dans certains types de situations. Ils font partie des raisonnements déductifs. Notons que le développement de ces raisonnements aide à l'élaboration de conjectures, à la démonstration et à la résolution de problèmes. Si vous avez envie d'en savoir davantage sur les différents types de raisonnements qu'on va vous présenter aujourd'hui et qui sont aussi nommés dans le programme de formation, on vous invite à consulter les pages 242 et 243 pour le premier cycle, alors que c'est aux pages 29 et 30 que vous allez en apprendre davantage pour le deuxième cycle. Donc, je tiens juste à repréciser là, ici que malgré l'importance des raisonnements propres à chacun des champs, donc nos propos vont vraiment se situer autour des raisonnements plus généraux que l'on peut développer dans tous les champs en fait, et ça, peu importe le concept qui est abordé. Donc, le type de raisonnement n'est pas lié à un champ mathématique, ni au contexte, ni à la tâche. En fait, c'est plutôt par rapport à la démarche choisie ou exigée de la part de l'élève. Donc, un même concept peut solliciter plusieurs raisonnements à la fois, tout dépendamment de la formulation de la question. Alors ici, le raisonnement inductif peut être vu comme une première étape conduisant à une conjecture. Donc, après avoir traité des exemples variés, dans certains cas, l'élève pourra être appelé à confirmer la véracité de l'affirmation par des preuves algébriques ou géométriques.
le raisonnement par analogie maintenant. Donc, c'est un raisonnement qui consiste à comparer divers éléments en s'appuyant sur des ressemblances pour tirer des conclusions ou encore pour émettre des conjectures. Le raisonnement déductif, c'est le processus de démonstration, une manière de valider une conjecture, de s'assurer que la relation est toujours vraie, d'expliquer pourquoi, d'établir les conditions dans lesquelles elle le sera. Donc, puisque le mot démonstration revient régulièrement, voici une définition. Donc, on voit quand même qu'il y a une différence entre preuve et démonstration. Donc, pendant les 5 années du secondaire, l'idée de preuve va évoluer graduellement vers une construction d'une démonstration rigoureuse. Puis finalement, le quatrième type de raisonnement, la réfutation à l'aide de contre-exemples. Ça permet d'invalider une conjecture émise sans statuer sur ce qui est vrai. Donc, dans les tâches de raisonnement, il convient d'initier l'élève à certaines règles de base de la logique mathématique dans la validation d'un énoncé. Par exemple, un énoncé mathématique est soit vrai, soit faux. Et une constatation ou des mesures à partir d'un dessin ne permet pas de statuer sur ce qui est vrai, mais peut toutefois servir à formuler une conjecture. Donc, quelque chose qui reste quand même une difficulté pour ma part, là, dans ma classe, ce que j'observe. Donc, ce qu'on voit ici là, à la fin de la diapositive, un contre-exemple suffit. Donc, un seul contre-exemple suffit pour montrer qu'une conjecture est fausse. Et le fait que plusieurs exemples permettent de vérifier un énoncé ne suffit pas pour prouver que c'est vrai. Donc, 3 exemples, c'est pas suffisant. 4 exemples, c'est pas suffisant. Donc ça, les élèves ont de la difficulté, là, ce que j'observe en fait de mon côté. Donc, on va travailler sur cette compréhension-là. Alors, jusqu'à maintenant, on a tenté de clarifier les aspects du programme en lien avec les différents types de raisonnement, les 4 types de raisonnement qui sont nommés dans le programme de formation et qui sont en lien avec la compétence de déployer un raisonnement mathématique. OK, alors on va passer avec les stratégies sollicitées dans l'exercice des compétences. Les tâches proposées à l'élève devraient lui permettre de développer ses habiletés à raisonner, mais il est aussi possible de travailler chacun des types de raisonnement par le recours à des stratégies plus larges sollicitées dans l'exercice des compétences. On retrouve une liste détaillée des stratégies dans les programmes de formation du premier cycle et aussi du deuxième cycle, mais également dans la progression des apprentissages. On en a répertorié quelques-unes ici pour vous. Alors, d'abord, se représenter une situation mentalement ou par écrit. Hein? Oui, ça peut être par un schéma ou un autre type de modèle, simuler la situation, construire des formules pour accroître les capacités de l'élève à faire l'induction. On peut travailler en classe sur les stratégies de généralisation, qui n'est pas nécessairement évident au départ. Donc, en travaillant sur la formulation d'exemples appropriés aux situations, on peut demander à l'élève lui-même d'aller créer des exemples par rapport au concept qu'on présente. On peut lui poser aussi des questions du type bon, pourquoi l'exemple donné est lié au concept appris? Quelles sont les ressemblances entre ces exemples-là? Quelles sont les différences? Donc, l'élève va développer ses habiletés à raisonner en cherchant des régularités et en anticipant, même si ça ne fait pas partie directement de la question posée. Donc, il y a aussi d'autres stratégies qu'on voit ici à l'écran. Okay. Pour développer la rigueur et la pensée critique de l'élève, il est intéressant de le faire comparer et confronter ses démarches et ses résultats avec ceux de son enseignant ou de ses pairs. Comprendre les définitions, les propriétés et les théorèmes pour les réutiliser. Hein. Donc oui, pour apprendre ses habiletés dans le raisonnement déductif, l'élève doit comprendre les composantes d'une démonstration. C'est-à-dire, bon, mais c'est quoi un énoncé, c'est quoi une hypothèse, quoi une suite de justifications logiques et la conclusion. Donc, l'élève doit apprendre à agencer plusieurs étapes déductives pour construire une démonstration. On peut aussi, à partir d'une conclusion, ce que je veux dire, c'est vraiment mon idée, c'était, on pourrait même des fois partir d'une conclusion pour identifier les éléments qui la rendraient vraie, puis remonter ainsi jusqu'aux énoncés tenus pour vrais. Tout à fait. On peut aussi demander aux élèves d'analyser des exemples, comparer, trouver les différences et des ressemblances. Hein.
Effectivement, il faut que l'élève il varie de façon stratégique sa façon de générer des exemples. Il peut débuter par tester des cas limites, des données extrêmes. On peut aussi l'inviter à juger de la pertinence de données qualitatives ou quantitatives. Les stratégies de discrimination vont l'aider au développement de la validation d'un énoncé pour comprendre la pertinence des exemples ou des contre-exemples choisis. Dans le cas d'une recherche de conjecture, pour accroître la compréhension d'un résultat partagé dans la classe, on peut chercher, si possible, d'autres contre-exemples existants et faire ressortir les particularités de ces contre-exemples, ou encore cerner les caractéristiques des exemples pour lesquels la proposition est vraie. Toutes les informations mises en valeur jusqu'à maintenant dans la présente session d'information visent l'apprentissage et une meilleure compréhension chez l'élève. Il ne s'agit pas de demander à l'élève de réaliser des tâches en lui imposant un raisonnement spécifique, mais bien de lui présenter des situations dans lesquelles il pourra déployer ces types de raisonnements. Deux élèves pourraient utiliser un type de raisonnement différent pour répondre à une même question. Un apprentissage effectué dans diverses situations nécessitant un raisonnement plutôt que de la mémorisation d'une procédure outille l'élève pour réfléchir à des questions plus complexes. Dans les prochaines diapositives, on va vous présenter une suite de questions qui pourraient servir de situation d'apprentissage pour introduire une situation de raisonnement. C'est un peu comme si on vous propose un point de départ pour vous lancer dans des tâches de raisonnement avec vos élèves. Alors, ici, rapidement, on voit la différence entre un exemple de question classique. On vous demande de calculer l'aire d'un disque selon la mesure d'un rayon. Dans le coin droit, par exemple, là, on voit plutôt une question, une tâche de raisonnement. Qu'arrive-t-il à l'aire d'un disque si on double le rayon? Donc, les deux questions portent sur le même concept, mais juste avec une petite modification au niveau de la question de la part de l'enseignant, ça provoque une grande réflexion chez l'élève. Donc, ici, une situation nécessitant un raisonnement, c'est sûr que ça paraît plus complexe pour l'élève et ça l'est. Donc, plutôt qu'un exercice qu'il a déjà réalisé plusieurs fois dans un contexte de classe. Donc, c'est sûr que pour que l'élève reste impliqué dans une tâche de raisonnement et qu'il ne se décourage pas, qu'il développe des stratégies, sa compétence, il faut établir une progression, en fait, dans les situations qui sont présentées et de surtout présenter souvent des contextes liés au raisonnement aux élèves pour qu'ils deviennent habiles dans ce type de situation-là. Tout à fait. Donc, par où commencer finalement pour que l'élève en vienne à réfléchir seul à ce type de questions de raisonnement? Donc, lors des premières fois, on pourrait peut-être lui proposer des exemples connexes. Donc, analyser des résultats obtenus, offrir une rétroaction, l'aider dans les définitions des mots, le guider en fait dans la démarche qu'on attend de lui. Donc, l'enseignant pourrait poser aussi des sous-questions pour décortiquer la question qui est présentée. Mais il faut faire attention pour pas que ça devienne tellement décortiqué que ça revienne à un problème simple. Il faut toujours rester dans un contexte de tâche de raisonnement. Donc, on va explorer une situation d'apprentissage pour que l'élève puisse arriver à répondre là, à la question qu'on s'est posée ici. Qu'arrive-t-il à l'aire d'un 10 si jamais on double le rayon? Donc, bon, je reprends un peu ce que Sophie disait. En cours d'apprentissage, c'est intéressant d'utiliser les notions présentées comme sujet autour duquel développer un raisonnement. Par exemple, à partir du concept d'aire, on peut se questionner sur les changements provoqués par la modification d'une longueur. Alors, qu'arrive-t-il à l'aire d'un rectangle si on double sa hauteur? Donc, ici, comme point de départ, on pourrait demander à tous les élèves de réaliser un exemple. Donc, à partir d'un rectangle, faire doubler la hauteur, puis finalement, essayer de créer une observation par rapport à ça, donc d'écrire une relation entre l'aire et la hauteur doublée. Donc, c'est sûr que si vous avez accès à des logiciels de géométrie dynamique, ça peut rendre plus efficace le travail. Donc, l'élève pourrait formuler des observations, puis ensuite, de retour en plénière, on pourrait comparer en fait les résultats obtenus à la grandeur de la classe finalement, puis poser ensuite des suggestions. Donc, est-ce que tous les exemples de la classe respectent la relation ou l'énoncé que l'élève s'est construit? Ensuite, on pourrait aussi dire, bon, est-ce que tous les exemples sont suffisants pour justifier que la hauteur a doublé aussi? Donc, Marie-Annick, à toi, la grande question. 34 exemples quand même dans une classe, est-ce que c'est assez pour dire que c'est vrai notre énoncé?
Non, Sophie, 34, 35, 36, dépendamment de la grosseur de ta classe, c'est pas assez. Donc, l'élève doit quand même si vous avez la classe au complet, l'élève tout seul a fait plusieurs exemples, c'est pas suffisant. Il doit accompagner ça d'une justification pour accompagner sa conjecture. Alors, on vous en a mis un exemple dans ce cas-ci, donc un exemple de justification qu'un élève aurait pu écrire. On peut déterminer l'aire d'un rectangle en multipliant la mesure de la base à celle de la hauteur. Si on double la hauteur de départ, on déterminera l'aire du nouveau rectangle en multipliant la mesure de la base, qui n'a pas changé, par la nouvelle hauteur qui correspond à la hauteur de départ multipliée par 2. Ceci équivaut à multiplier par 2 l'aire du rectangle de départ. C'est pourquoi l'aire sera 2 fois plus grande. Donc, la justification qui accompagne les exemples vient compléter le tout. Parfait. Donc, avec une introduction de la sorte, avec une question connexe, l'enseignant qui accompagne l'élève dans ses premières conjectures, ses premières énoncés, l'élève va être en mesure maintenant de transférer ce qu'il vient de faire à la question qu'on se posait au départ. Donc, sous un même thème, on peut aller créer une série d'interrogations du style, bon, qu'arrive-t-il à la longueur de l'arc de cercle si le rayon quadruple, par exemple? Ou qu'arrive-t-il au volume d'un cône si le rayon triple? Donc, plus l'élève va être en situation de raisonnement, moins il va avoir besoin d'être accompagné pour répondre à ce type de questions posées. D'autres formulations peuvent aussi être employées, telles que confirmer ou infirmer l'énoncé suivant. Lorsque le rayon d'un disque double, alors l'aire du disque double aussi. Par une modification de la question, on change le type de raisonnement qui risque d'être sollicité. Ici, on est passé de la possibilité d'un raisonnement déductif si l'élève élabore une preuve algébrique à un raisonnement inductif si à partir de plusieurs exemples accompagnés d'une explication, l'élève est capable de généraliser correctement le lien entre une dimension doublée et l'aire, à la réfutation à l'aide d'un contre-exemple. Donc, dans les diapositives qui suivent, on arrive enfin à la section des exemples de tâches qu'on partage avec vous, qui ont déjà été vécues avec succès en classe. Donc, il y a déjà des élèves, plusieurs élèves en fait, qui ont déjà répondu à ce type de questions-là. Donc, peut-être que plusieurs d'entre vous vont être tentés d'associer cette question-là va avec ce type de raisonnement. Mais en fait, nous, notre objectif, ça sera vraiment plutôt de partager des tâches plutôt que faire un jeu d'association entre la tâche et le type de raisonnement. Parce qu'une même question pourrait solliciter deux raisonnements différents, dépendamment de la piste de solution que l'élève va avoir choisie. Oui, tout à fait. Donc, il n'y aura pas cette association-là. Tout ce qui va être présenté dans les prochaines diapositives, les exemples, vous pourrez les réutiliser, partager à vos collègues sans problème. Tout est libre de droit. Là. Vous pourrez utiliser ça dans un contexte de révision de fin d'année si vous voulez, dès la semaine prochaine, vous lancer avec une ou plusieurs tâches de raisonnement. On vous encourage, en fait, fortement à le faire et à partager la bonne nouvelle autour de vous. On voit qu'il y a eu un peu d'action dans le clavardage au cours des derniers instants. Donc, on va faire notre deuxième temps d'arrêt maintenant avant d'aller dans les exemples de tâches. Alors, on a eu des bonnes questions dans le clavardage. Merci beaucoup. Donc, il y en avait une qui s'intéressait par rapport à s'il existe une progression au niveau des attentes en lien avec la conjecture. Donc, il y a quand même une différence entre ce qui est attendu au premier cycle et au deuxième cycle. Donc, Geneviève va poursuivre, là, elle va préciser sur ce point-là dans le clavardage. Il y avait une question aussi concernant est-ce que l'élève a le choix du raisonnement ou c'est l'enseignant qui attite un type de raisonnement dans les tâches. Donc, ça dépend de la formulation. Si clairement, dans la question, c'est dit démontrer, là, à ce moment-là, on va être dans le raisonnement déductif. Mais si la question est plutôt ouverte, l'élève pourrait choisir un raisonnement qui lui convient, là, selon ce qui est inspiré, ce qu'il veut travailler plus avec une analogie, ou encore veut faire l'induction, ou finalement faire de la déduction. Donc, c'est vraiment, là, dépendamment de si la question est claire ou si elle est ouverte, il y a un choix que l'élève peut faire. 5e secondaire, 5e secondaire. Et on va essayer de vous garder.
Donc, on va présenter des exemples pour le premier cycle, troisième secondaire, quatrième secondaire, cinquième secondaire. Et on va essayer de vous garder actifs. Là, je vois qu'il y a des gens qui sont actifs dans le clavardage, mais aussi par rapport aux exemples. Alors, on va vous inviter à mettre un crochet. Donc, Sophie fait un exemple à l'instant. Donc, à mettre un crochet quand c'est une tâche que vous avez déjà utilisée en classe avec vos élèves, que vous l'avez déjà vécue. Puis, à utiliser le pictogramme de cœur si c'est un exemple que vous aimeriez réinvestir à court ou moyen terme avec vos élèves. Donc, vous dites, ah, ça, j'ai envie de l'essayer. Ben, on vous invite à mettre un cœur. Donc, comme ça permet aussi de voir, ben, ça donne la rétroaction à l'ensemble des participants sur ce qui a déjà été vécu un peu partout. Donc, pendant que Marie-Annick parlait, vous avez déjà eu le temps de lire là, une question qui était semblable à celle élaborée sur l'ère du disque. Donc, on peut se servir d'une question de raisonnement aussi pour revenir sur les notions de vocabulaire. Donc, par exemple, ici, si la question est posée, c'est comment est-il possible d'obtenir une fraction unitaire lorsqu'on soustrait un ensemble de deux fractions unitaires? Bon, c'est sûr qu'après avoir lu la question avec les élèves, on peut leur demander de trouver des définitions, puis on peut se les partager. Donc, qu'est-ce qu'une fraction unitaire? C'est quoi déjà une soustraction? Ensuite, on peut donner des exemples. Donc, bon, ce ne serait pas des exemples de fractions unitaires. Et finalement, laisser du temps à l'élève pour réaliser plusieurs expérimentations et arriver à des observations. C'est vrai, ça prend du temps avant que l'élève soit capable de répondre à un type de question comme ça. Ils vont se questionner, ils vont nous poser des questions. Mais si on est toujours en train de lui donner, hey, regarde, tu préfères ça, on coupe l'aspect raisonnement. Donc, il faut vraiment là, que l'élève travaille fort pour dire, OK, je prends du temps, j'essaye quelque chose. On dit, OK, mais gars, on vient de se dire, c'était quoi les définitions de fraction unitaire? Crée-en, fait une soustraction, puis regarde, le résultat, il est comment? Donc, de retour en plénière ou en sous-groupe, plusieurs réponses du type, bon, ça ne fonctionne pas quand? Ou ça fonctionne lorsque. Donc, il est important de souligner que les exemples qui ne fonctionnent pas nous renseignent aussi puis nous guident dans le choix d'autres exemples. Donc, ici, un autre exemple qui me permet de revenir sur des définitions de l'abscisse. Donc, pour moi, c'était quelque chose que j'avais utilisé ici en première secondaire. C'était une de mes premières questions de ce type-là. Les élèves travaillent, ils font des essais, ne sont pas certains. C'est sûr que c'est un contexte un petit peu plus insécurisant, mais à force d'en faire, vous allez voir, là, le développement du raisonnement se fait. Donc, c'était beau de voir tous les pictogrammes, les estampes apparaître à l'écran. Continuez de le faire. On voit que c'est bien coloré. Alors, plutôt que de présenter à l'élève un résultat ou de le montrer devant la classe, on peut demander à un élève, par exemple, de montrer que la somme des mesures des angles extérieurs d'un triangle est égale à 360 degrés. Donc, l'élève a à faire des tests, à réfléchir pour réussir à le montrer. Et sous forme d'une démarche rigoureuse de preuve dans ce cas-ci. Donc, ici, la deuxième puce, bon, est-ce que l'affirmation suivante est vraie ou fausse? Dans une distribution statistique, lorsque la valeur de chacune des données est doublée, la moyenne double aussi. Donc, pour réviser la moyenne, l'activité d'apprentissage peut débuter par la question suivante. Donc, au lieu de toujours partir de la moyenne, pourquoi pas commencer en disant, bon, je vais poser une question comme ça qui va venir amorcer mon contexte. Il y a une petite question, là, polygone, point d'interrogation. On parle de la mesure des angles extérieurs. Donc, c'est sûr qu'on pourrait changer, puis la formulation, puis trouver autre chose en lien avec les polygones. Donc, on pourrait faire une petite modification à la question et trouver d'autres exemples. Donc, d'autres questions ici qui intègrent plusieurs concepts et qui ajoutent de la profondeur à la réflexion. Donc là, ici, on a quelque chose avec la distribution statistique, mais aussi avec des nombres opposés. Donc, on ajoute des nombres opposés. Est-ce que la moyenne va changer? Oui ou non? Donc, en plus d'exercer les élèves à effectuer des opérations sur le pourcentage, une question comme celle-ci, un hamburger composé de plein d'aliments. Bon, si chacun des ingrédients augmente de 5 de quel pourcentage je vais augmenter le prix total du hamburger? Donc, ce type de question-là, au lieu de dire, bon, on calcule 5 de quelque chose, va permettre plutôt de solliciter un raisonnement général. C'est comme, OK, tout change de 5 est-ce que le total change aussi de 5
Et là, je vois plein de cœurs apparaître. J'espère que vous allez mettre ça dans vos documents de révision, ou peut-être sont déjà fraîchement imprimés, mais des ajouts, c'est toujours possible. Une question sollicitant un raisonnement n'a pas toujours besoin de plusieurs étapes pour y répondre adéquatement. Plusieurs questions courtes peuvent être formulées et faire réfléchir l'élève. Les premières situations présentées à l'élève sur la conjecture peuvent être sous forme de questions dans lesquelles il doit compléter un énoncé. Ou encore, notre premier exemple, choisissez deux nombres entiers supérieurs à 0, puis déterminez leur plus grand commun diviseur et leur plus petit commun multiple. Que pouvez-vous dire à propos du produit du PGCD et du PPCM de ces deux nombres? Donc, c'est sûr que ça ici, c'est aidant là, de compléter quelque chose plutôt que d'écrire la conjecture de A à Z par lui-même. Donc, certaines questions perçues comme un exercice banal, comme ici, là, résoudre l'équation suivante, mais ça peut faire aussi intervenir un raisonnement si elles sont posées au début de la séquence d'apprentissage. Donc, la question n'est pas le même degré de difficulté si elle est posée avant d'avoir parlé de la racine carrée ou après avoir réalisé déjà plusieurs exercices de ce type. Donc, le raisonnement est encore plus sollicité si c'est la première fois que l'élève est confronté à ce type de problème. Cette avenue est intéressante à exploiter pour composer des questions de formulation de conjecture. On vous présente ces idées pour montrer qu'une question qui favorise le raisonnement n'est pas nécessairement difficile à concevoir et que les éléments de réponse de l'élève peuvent être relativement courts. Pour d'autres exemples qui concernent le premier cycle, on vous invite à consulter la page 261 du programme de formation du premier cycle. À cette page-là, vous allez trouver plusieurs énoncés de géométrie euclidienne qui peuvent être découverts et exploités avec les élèves. On va donc maintenant poursuivre avec des exemples qui concernent la troisième secondaire. Donc, tous les champs de la mathématique sont propices à développer là, le raisonnement. En probabilité, par des questionnements, l'élève développe aussi son sens critique là, par rapport à des situations réelles. Un exemple, un enseignant peut faire une affirmation du type « Je pense que la probabilité d'enfanter une fille suivie d'un gars est plus élevée que celle d'avoir deux filles. » En validant dans le registre des naissances d'un hôpital, l'élève peut faire la distinction entre la probabilité fréquentielle et la probabilité théorique. Donc, ici, un autre exemple sur les probabilités, l'énoncé est-il vrai ou faux? Il existe plus de façons de former des équipes distinctes de 3 personnes que de 9 personnes, et ça dans un groupe de 12. Plusieurs questions sur les manipulations algébriques peuvent aussi faire l'objet d'une preuve, comme le montre la deuxième question, donc où on doit montrer que les deux expressions sont équivalentes si x est différent de 0. Nos questions étaient moins populaires. Oui, c'est ça. Là, peut-être qu'on va trop vite et on laisse moins le temps. Donc, là, il n'y a plus de troisième secondaire, ça fait moins réagir, on dirait. Là. Merci. En fait, moi, ce que j'aime beaucoup de la deuxième question, de montrer les expressions, souvent en troisième secondaire, on est plus dans l'application, dans le sens de simplifier moi telle chose, mais une question comme ça revient à une question de simplification, là, finalement. C'est posé différemment. Okay. Toujours en troisième secondaire, confirmer ou infirmer l'énoncé suivant. Lorsqu'on vide un réservoir cylindrique avec un débit constant, la relation entre la hauteur de l'eau dans le cylindre et le volume d'eau qui reste correspond à une fonction du premier degré. Donc, dans un type de question comme ça, si l'élève affirme que l'énoncé est vrai, il travaillera par déduction ou encore par induction. Tandis que s'il infirme l'énoncé, il va tenter de trouver un contre-exemple. Dans cette question, précisément, l'élève pourrait faire une analogie avec des cubes unitaires que l'on dépose sur une surface à une fréquence constante. Expliquer le lien entre la hauteur du prisme construit et le volume. Il pourrait alors conclure en transférant ces éléments de réponse à la relation entre le niveau de l'eau et le volume. Je profite aussi de cet exemple-là, puis de l'idée d'utiliser les cubes unitaires pour rappeler que le matériel de manipulation, garder-le proche, c'est toujours un bon réflexe à avoir de le sortir, de le rendre disponible aux élèves pour qu'ils puissent manipuler puis se faire une représentation de la situation. Donc ici, dans la deuxième question, dans un triangle rectangle, on trace une hauteur issue du sommet de l'angle droit. Former une relation entre les mesures des cathètes de l'hypoténuse et de la hauteur tracée.
Donc, s'il y a quand même plusieurs réponses possibles, c'est au lieu de parler d'une relation métrique, puis après ça la démontrer, mais pourquoi pas avoir une phase d'exploration là, ici. Donc, un élève pourrait travailler par induction à l'aide de divers exemples et de formuler une conjecture, tandis qu'un autre pourrait s'engager dans une preuve par justification et démonstration géométrique. Donc, on peut varier les méthodes pédagogiques afin que l'élève partage ses méthodes de travail, ses réflexions, ses observations avec les autres. L'élève enrichira ses expériences de raisonnement lorsqu'il pourra comparer ses réponses avec les autres. Donc, l'enseignant peut penser à diverses formes de collaboration pour permettre des échanges, que les élèves là, viennent se critiquer un petit peu, s'analyser, puis partager là, finalement leur manière de raisonner. Pour que les élèves énoncent clairement des conjectures, ils doivent développer une bonne maîtrise du vocabulaire des procédures. Une question portant sur la raison d'un processus met l'accent sur l'importance de la compréhension. Par exemple, pour quelle raison, lorsqu'on multiplie ou on divise les termes d'une inéquation par un nombre négatif, le symbole d'inégalité change-t-il? Là, c'est moi ici qui va la remettre à l'ordre du jour, Marie-Annick, l'évaluation. Moi, c'est mon genre de question en évaluation. J'en ai toujours une de la sorte. Explique-moi pour quelle raison ça, c'est comme ça. Donc, c'est sûr que ce ne sont pas les questions préférées de mes élèves, je vous rassure tout de suite, mais ça permet vraiment de les orienter vers, OK, il faut que je comprenne, je ne peux pas juste appliquer. Donc, un autre exemple de question courte pourrait être de demander finalement aux élèves de démontrer là, une loi des exposants. Donc, toutes les lois des exposants en troisième secondaire, toujours intéressant de savoir si les élèves sont capables de les démontrer et s'en souvenir éventuellement en quatrième secondaire. Donc, en quatrième secondaire, après avoir présenté les rapports trigonométriques, c'est intéressant de les faire réfléchir sur qu'est-ce qu'ils calculent l'élève. Par exemple, est-ce qu'il est possible de calculer arcsine de 12 septièmes? Donc, arcsine de 12 septièmes, c'est le genre de questions aussi que je pose régulièrement à mes élèves. Donc, l'élève réfléchit sur la signification de leur calcul et avant de leur présenter la loi des sinus, on pourrait proposer la question suivante. Donc, quelle conjecture on peut émettre concernant le sinus de 2 angles supplémentaires? Donc, l'élève devrait procéder par une exemplification variée. Et là, on rappelle qu'il faut toujours accompagner, en fait, ces exemples d'arguments pour compléter, en fait, là, sa conjecture. Et ensuite, partager, là, dans le fond, ce moment-là, dénoncer ces observations, ça viendra un moment déclencheur, en fait, pour amorcer la preuve algébrique et la démonstration géométrique de l'énoncé. Et ensuite, on pourrait poursuivre là, avec la loi des sinus. Donc, il faut éviter que l'élève prenne les résultats de la calculatrice comme une preuve suffisante. Ah, ben ça ne marchait pas, c'était écrit « error ». Donc, on veut être capable de dire « OK, mais pourquoi ça écrit ça? » Donc, comme on l'a déjà dit, l'utilisation de la conjecture à des fins de compréhension s'emploie aussi bien avant l'apprentissage d'un concept qu'après. Donc, voici une autre question de raisonnement. Donc, l'affirmation suivante est-elle vraie ou fausse? Bon, classique, toutes les réciproques de fonctions sont des fonctions. Donc, si l'affirmation est vraie, démontrez-le. Sinon, trouvez un contre-exemple. Toujours en quatrième secondaire, la démonstration et le raisonnement déductif peuvent se retrouver dans tous les champs, pas juste en géométrie. Comme par exemple ici, confirmer ou infirmer l'énoncé suivant. 2 distributions statistiques qui ont le même écart moyen ont la même moyenne. Et on a un deuxième exemple en géométrie, celui-ci. Donc, démontrer les énoncés suivants. Dans un cercle, 2 angles au centre isométrique déterminent des cordes isométriques. Et avec toutes droites séquentes à 2 côtés d'un triangle et parallèles au 3e côté, détermine sur ces côtés des segments dont les mesures sont proportionnelles. Donc, une prochaine question, démontrer que la médiane d'un triangle le partage en 2 triangles de même aire. Donc, selon l'aisance de l'élève à effectuer des démonstrations, si on est en début d'année ou à la fin, pour cette question, on peut l'aider en ajoutant une figure géométrique. Donc, on pourrait même décider d'aller la placer dans un plan cartésien. Donc, pour une question comme ça, on pourrait même être réalisée au premier cycle. L'élève pourrait faire une démonstration à l'aide de justifications géométriques à partir de segments qu'il trace.
on prend le temps de tracer une hauteur ou une médiane. Bon, après ça, qu'est-ce qu'il va être capable d'aller calculer en termes d'air? Tandis qu'au deuxième cycle, on pourrait exiger une démonstration qui se fait complètement dans un contexte de géométrie analytique. Donc, voici un dernier exemple de quatrième secondaire. Donc, ici, dans le plan cartésien ci-dessous, on trace une série de segments de droite dont les extrémités se situent sur chacun des axes et ce, parallèlement à AB. C'est sûr que lorsque mes élèves ont lu ça la première fois, ils ont fait comme ça prend du temps, il faut qu'ils le relisent. Donc, OK, mais essaie de le relire. Bon, on a un plan cartésien, on trace des segments, sont parallèles à AB. AB, on l'a déjà. Qu'est-ce que tu remarques? OK, l'abscisse et le double, l'abscisse à l'origine et le double de l'ordonnée à l'origine. OK, là, c'est parallèle à AB. Ensuite, on va aller déterminer les coordonnées du point milieu de chacun de ces segments. Donc là, on passerait à la deuxième étape. Je vais placer mes points milieu de ces segments-là. Puis après ça, on demande à l'élève quel lien qui existe finalement entre le lieu géométrique des points milieu et les segments tracés. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait aller voir là, ici qui existe? Bon, est-ce que c'est une question de droites qui sont séquentes? Est-ce que les pentes ont quelque chose d'intéressant? Donc, ici, les pentes sont inverses. Donc, là, l'élève peut aller explorer un petit peu des avenues différentes. Une rétroaction détaillée sur la structure de la preuve, sur la qualité des justifications, sur la précision du vocabulaire et sur la rigueur aide l'élève à améliorer des facettes de sa démarche tout en développant la qualité de son raisonnement. Voici finalement des exemples pour 5e secondaire. Dans les exemples qu'on vous présente ici, l'élève pourrait utiliser un raisonnement déductif, donc comme par exemple démontrer que tout triangle inscrit dans un cercle dont l'un des côtés passe par le centre du cercle est un triangle rectangle. Et deuxièmement, démontrer que les angles opposés d'un quadrilatère inscrit dans un cercle sont supplémentaires. Donc, on n'y pense pas, mais on peut aborder ces démonstrations-là, même au premier cycle, en plaçant les triangles, les quadrilatères dans des cercles. Donc, plus pour deuxième secondaire, dépendamment de à quel moment vous voyez le cercle, en fait, la compréhension d'un rayon, des triangles isocèles et un peu d'algèbre, l'élève qui est habitué de travailler dans diverses situations nécessitant de raisonnement, il serait en mesure de fournir une preuve bien justifiée. Donc, ici, voici la représentation graphique d'une fonction rationnelle. Donc, est-ce qu'on peut établir une conjecture à propos des rapports entre la mesure de AO et BO en lien avec les paramètres H et K dans la règle? Donc, on demande aux élèves de formuler une conjecture à ce sujet. Donc, pour répondre à une conjecture, l'élève peut généralement travailler par induction, en s'appuyant sur une série d'exemples. Par déduction, s'il tente de trouver le lien algébrique ou encore par analogie, s'il effectue des comparaisons avec des situations semblables. Donc ici, peut-être l'utilisation du logiciel de géométrie dynamique pourrait aider l'élève dans sa construction d'exemples. Je ne sais pas s'il y en a moins de participants qui viennent de 5e secondaire, mais nous, ça a été réalisé là, à l'école, cette question-là. Puis c'est sûr qu'encore une fois, si c'est la première question de conjecture qui est présentée à l'élève, c'est sûr que ça surprend, mais avec une progression, un élève en fin d'année, 5e secondaire, il devrait être capable d'établir un lien avec les éléments proposés. Notre exemple de 5e secondaire, quel lien pouvez-vous établir entre l'aire du triangle formé par le graphique d'une fonction valeur absolue et l'axe des abscisses et les paramètres A et K de la règle de la fonction? On demande ensuite de justifier. Donc, on rappelle que lorsqu'on demande de conjecturer ou d'établir un lien, l'élève peut fournir une réponse en se basant sur une démonstration algébrique d'un cas général. Il peut aussi réaliser plusieurs exemples variés, vérifiant les cas limites, accompagnés d'une explication pour dégager une relation qui lui paraît toujours vraie. Alors, la formation tire à sa fin. Donc, on va enclencher le volet conclusion. Donc, les stratégies enseignées.
Et les questions variées sur le raisonnement vont contribuer à la compréhension de l'élève. Donc, le raisonnement fait partie des apprentissages et il doit être sollicité régulièrement. Donc, somme toute, le raisonnement est au cœur du programme de formation. Et à la fin de sa 5e secondaire, un élève devrait être capable d'émettre des conjectures, d'en réfuter, d'en démontrer à l'aide d'une démarche rigoureuse. Donc, en plus de faire appel aux différents modes de pensée propres à chacun des champs de mathématiques, afin de traiter là, des situations variées. Donc, c'est important qu'il soit capable de transférer ses habiletés, pas juste toujours liées dans le même contexte. On en fait juste dans la géométrie analytique ou juste en géométrie. Il faut varier là, les champs mathématiques utilisés. On a présenté plusieurs exemples. Vous allez trouver aussi d'autres pistes de questions à explorer avec vos élèves dans les programmes autant du premier cycle que du deuxième cycle. Donc, 251 à 261 dans la section des éléments de méthode dans le programme du premier cycle et 126 à 134, peut-être qu'on va le réécrire dans le clavardage dans quelques instants, dans le programme du deuxième cycle. Tout ce qui a été présenté, on l'a déjà dit, vous pouvez partager, utiliser. On espère que vous allez le faire à très, très court terme et que vous allez en parler à vos collègues. On a présenté aussi différents exemples. On espère aussi qu'au travers de tout ça, vous avez pu voir qu'il est possible d'utiliser du matériel que vous avez déjà en classe, des questions que vous avez déjà dans votre banque et que vous pouvez parfois juste faire des petites modifications, le présenter différemment aux élèves. Puis, on vient de changer la perspective. On est davantage dans des tâches qui vont solliciter un raisonnement chez l'élève. On a là un petit mot aussi sur le matériel de manipulation. Je vois qu'il y a eu des échanges dans le clavardage par rapport à ça. Le matériel de manipulation, c'est varié. Ça peut aller d'objets, des crayons pour manipuler. Là, c'est peut-être plus dans le premier cycle, mais des dés, des jetons, des cubes unitaires. Bon, je vois qu'il y a eu plein de suggestions dans le clavardage, mais le matériel, les logiciels de géométrie dynamique, etc. Donc, on espère vous avoir donné différentes pistes, différentes stratégies pour réinvestir ça en classe à court terme. Et voilà. Bien, petit défi d'essayer une de nos situations pour votre révision de fin d'année. Donc, mes élèves ont déjà été cobayes pour toutes les situations qui vous ont été présentées. Donc, c'est possible, c'est réalisable. Oui, tout à fait. Dans les prochaines minutes, donc là, nous, on vient de faire un